Jeudi 2 février 2023, chose rare, c'est un communiqué venant de la présidence de la République qui est lu au journal de 17 h. Après avoir prescrit une enquête conjointe entre la Délégation générale à la Sûreté nationale et le CED, eh bien, Paul Biya a encore apporté beaucoup de précisions et peut-être démontré sa décision à aller jusqu'au bout de l'enquête, voire faire tomber des gros poissons qu'on n'avait jamais imaginés. C'est ainsi que ce communiqué, je vais me permettre de vous le lire. République du Cameroun, présidence de la République, secrétariat général, communiqué. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, porte à la connaissance de l'opinion qu'en exécution des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, une commission d'enquête mixte gendarmerie-police a été mise sur pied afin de faire la lumière sur l'assassinat du journaliste Arsène Salomon Mbani Zogo, alias Martinez Zogo. Les investigations menées dans ce cadre ont à ce jour permis l'arrestation de plusieurs personnes dont l'implication dans ce crime odieux est fortement suspectée. D'autres restent recherchés. Les auditions en cours et les procédures judiciaires qui s'ensuivront permettront de circonscrire le degré d'implication des uns des autres et d'établir l'identité de toutes les personnes mêlées à un titre ou un autre à l'assassinat de Martinez Zogo. En cette circonstance tragique, le chef de l'État souhaite rendre un hommage appuyé au regretté journaliste Martinez Zogo et redire son soutien à toute la profession. Il réitère à la famille du défunt ses condoléances les plus attristées et l'assurer de la compassion de la nation tout entière. Le président de la République réaffirme sa détermination à continuer avec le gouvernement ainsi que les Camerounaises et les Camerounais de bonne volonté son combat en faveur de la démocratie, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et du progrès. Fait à Yaoundé, le 2 février 2023, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Vous constatez donc que pour la première fois, Paul Biya fait un communiqué et prend l'affaire à bras-le-corps jusqu'à adresser des condoléances à la famille. Ce n'est donc pas une petite affaire dans la mesure où, comme on peut le constater, comme je vous ai annoncé cela en exclusivité, le patron du contre-espionnage du Cameroun, Léopold Maxime Eko, donc celui qui surfe sur la tête de la DGRE, est donc dans les mailles. C'est un fait exceptionnel. C'est comme si on vous disait subitement que le patron du FBI, le patron de la CIA ou de n'importe quel instrument d'espionnage ou de contre-espionnage au monde qu'on respecte est-il lui-même suspecté et qu'il passe à l'audition et qu'il soit surtout gardé au frais.
C'est du jamais vu. Le Cameroun, comme d'habitude, est vraiment une planète, même comme on parle de village, selon les Ivoiriens. Le Cameroun vient encore de démontrer qu'il faut avoir peur de notre pays, puisque notre pays justifie son rang, non seulement d'avoir occupé 3 fois la tête comme champion du monde de la corruption, un trophée honteux, mais aujourd'hui, dans la publication du 31 janvier 2023, le Cameroun sur l'indice de corruption se place à la 142e position sur 180 États. On n'est pas sorti de l'auberge. Et cette corruption rampante commence donc par la DGRE. Personne ne pouvait soupçonner cet organisme, cette institution qui travaille avec des grands bandits, non seulement des hommes en tenue, mais des bandits de grand chemin, tels que les dangers et tout le reste. Il suffit juste de payer, de bien payer, on vous donne les éléments de la DGRE qui jouent le rôle des escadrons de la mort. Les escadrons de la mort, aujourd'hui donc, on le découvre, viennent de la DGRE qui a supervisé l'opération pour qu'elle se fasse dans de bonnes conditions, avec quand même un officier supérieur. Non seulement on cite le patron de la DGRE, mais également Justin Danoué, qui est quand même le patron ou bien le chef service, le chef chargé des opérations. Vous vous rendez compte? La DGRE a pour rôle non seulement de prévenir certaines choses telles que des attentats, mais aussi de veiller, de donner l'alerte sur ce qu'on peut appeler même la corruption et d'autres choses. C'est, bref, c'est une police politique, mais d'abord une police qui se doit d'être au service de l'État et non des individus. Les auditions au niveau du CED donnent de la chair de poule par les déclarations, même si certains aujourd'hui sont encore dans le mutisme, laissant passer le temps, voulant nier les évidences, jouant au conspiratisme, criant à haute voix qu'ils n'étaient au courant de rien. Et ils n'étaient donc pas au courant de quelque chose. Vous vous rendez compte? Léopold Maxime Eko, il dit qu'il n'était pas au courant que la DGRE était impliquée dans l'assassinat, l'enlèvement de Martinez Zogo. Est-ce une façon de pouvoir sortir de là? Rien que ça lui vaut déjà condamnation. Parce que ceci peut être accepté par quelqu'un d'autre, mais pas lui. Mesdames et messieurs, la DGRE a des éléments, même s'il ne les envoie pas partout, ne serait-ce qu'en France, et un agent de la DGRE, même si ce dernier, selon Maxime Eko, c'est lui qui doit couvrir presque tous les pays Schengen. Un seul élément. Mais il préfère prendre 4, 10, 15, 20 éléments pour aller assassiner un journaliste. Pour des postes où il faut maintenant faire son travail. Vous arrivez à EDEA, vous n'avez personne représentant la DGRE. Vous arrivez dans des zones frontalières, vous n'avez pas de gens pour la DGRE. Un endroit comme Douala, vous vous retrouvez peut-être avec 5 éléments. Vous allez dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest,
vous allez vous rendre compte que la DGRE est presque absente. Mais la DGRE est présente pour traquer des journalistes, pour traquer les opposants, pour traquer les innocents. Comment peut-il dire que, par exemple, dans son audition, qu'il n'était pas au courant, alors que le dernier Camerounais, même au fond du village, était au courant de l'alerte que j'ai donnée. Je l'ai lancée. Elle n'était pas privée. Elle est passée dans des réseaux sociaux. Et dans des réseaux sociaux, il y a une cellule d'écoute de la DGRE où j'ai parlé, j'ai donné l'alerte sur l'assassinat de Martinez Zogo. Le mode opératoire, j'ai dit cela et j'ai répété sur plusieurs supports, Facebook, YouTube, et cela a été relayé sur beaucoup d'autres réseaux sociaux. Ça a été partagé, cette information. Et Martinez Zogo lui-même avait d'ailleurs, lui à le dire, après que je l'ai saisi, il a annoncé au DGSN. La DGRE est donc la seule structure qui n'était pas au courant, le patron, que Martinez Zogo sera assassiné. Le patron de la DGRE qui est justement les oreilles de Paul Biya. C'est lui les oreilles de Paul Biya. Il dit qu'il n'était pas au courant. Mesdames et messieurs, prenez seulement votre maison, une simple maison. Vous arrivez chez vous, et il y a un incendie. Vous n'êtes pas au courant. Il y a vol. Vous n'êtes pas au courant. On organise des danses chez vous. Vous n'êtes pas au courant. Je dis c'est chez vous. Ce n'est pas dehors. Parce qu'on peut vous dire que votre enfant a fait peut-être ceci dehors. Vous pouvez dire, je n'étais pas au courant. Parce que je ne pouvais pas être là-bas. Mais c'est chez vous. Et là, on vous parle d'une structure qui utilise les moyens de l'État, qui est financée grassement, et dont le patron a été nommé par le chef de l'État suite justement à d'autres meurtres concernant toujours des journalistes. Mais comment se peut-il donc qu'il n'ait pas pu être au courant, lui qui pourtant a été nommé le 31 août 2010, après que Emmanuel Obalebout, qui était bel et bien là, ait lui aussi trempé dans l'assassinat d'un journaliste qu'on appelait Bibi Ngouta. C'est la suite de ça que Paul Biya a décidé de changer celui qui était là comme patron de la DGRE et a même aussi décidé celui qui était le DGSN à l'époque, qui s'appelait Edou, c'est-à-dire la souris, et Edou Okuru, c'est-à-dire la souris folle en langue béti. Parce qu'eux aussi disaient qu'ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant que Bibi Ngouta, sur instruction de Laurent et son secrétaire général à la présidence de la République, avait été torturé à la DGRE avant d'être assassiné, bien évidemment, à la prison centrale de Kondengui. Il avait subi toutes sortes de tortures. C'est à la suite de ça que Paul Biya avait donc décidé de prendre ce monsieur qui connaissait déjà les méthodes de la DGRE. Il ne peut pas l'ignorer puisqu'il avait déjà, avant sa nomination, fait 30 ans là-bas, à la DGRE. Cette DGRE qui s'appelait d'abord Sénère, mais avant de porter le nom Sénère, à l'époque de Fauchivé, qui a fait quand même là-bas 32 ans. Oui, 32 ans. On n'avait pas entendu, bien évidemment, que la DGRE servait plutôt les bandits. La DGRE était au service de l'État. Parce que quand Aïe Dio crée ce service de renseignement-là, il va appeler ça la DIRDOC qui devient le SEDOC qui devient le CNR, et CNR en 84, Paul Biya transforme ça en DGRE.
Voilà l'histoire. Et les hommes qui ont souvent été là-bas ont été au service de l'État et non au service de la mafia, des hommes d'affaires, des crimes dans des quartiers où un civil ordonne à tout un commissaire divisionnaire qu'aller tuer, ou un colonel exécute les ordres d'un illettré, d'un analphabète. Comment vous pouvez me faire croire aujourd'hui que le patron de la DGRE, celui qui a fait du temps là-bas, qui a passé du temps là-bas, qui a fait toute sa carrière là-bas, cet homme qui a été formé au KGB, oui, il a été au KGB comme agent. Il faisait semblant d'être un vendeur de guitare. Et puis le KGB a dit qu'il était performant. Il a été l'espion camerounais au sein de la CEMAC. Il avait toutes les informations. Et en même temps, il a toujours dit qu'il était un bon catholique, qu'il croyait fermement en Dieu. Et c'est pour cela qu'on l'a nommé, au regard de son expérience, au regard de ses diplômes, lui qui est docteur d'État, diplômé bel et bien ici, de l'université de Paris-Est, en Seine-et-Marne. Il ne peut donc pas dire qu'il n'était pas au courant, que ce sont les autres qui ont utilisé les voitures de service, qui ont monté des coups et tout, alors qu'on sait que beaucoup d'argent a circulé. S'il le dit, soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est de l'incompétence. Mais je ne pourrais pas le dire. Je ne pourrais pas dire qu'il est incompétent, puisque je vous ai montré son parcours. C'est qu'en fait, il est au service des forces du mal. Parce que voilà l'incarnation de l'homme qui a couvert la corruption et surtout les marchés fictifs de Jean-Pierre Amourou Belinga. C'est Léopold Maxime Eko qui est celui-là qui a tout ordonné. Il ne peut pas le nier. Et je vais vous dire, si Martinez Zogo meurt aujourd'hui, ça date de depuis. C'est à cause de la trahison de Maxime Eko. Je vais vous dire que avant l'assassinat de Martinez Zogo, nous sommes en 2019, une note du personnel de la DGRE informe le chef de l'État que depuis un certain temps, que le patron de la DGRE faisait juste les promotions canapé. Que le patron de la DGRE, c'est-à-dire leur patron, qu'il faisait des rapports commandités à partir des postes de transition. Qu'il faisait des montages où il racontait des histoires à Paul Biya. Qu'il était dans le clanisme et qu'il était au service de la mafia. Qu'il était corrompu. Ça, ce sont les agents de la DGRE réunis en collectif qui ont envoyé cette lettre à Paul Biya. Jamais, depuis l'histoire des renseignements, on avait chargé le patron du contre-espionnage camerounais comme ça. Cette note étant sortie, eh bien Paul Biya a pris ça. Il l'a mis dans les tiroirs. Parce que croyant que les renseignements qui lui venaient directement étaient fondés. Or, il fallait juste aller voir Léopold Maxime Eko pour qu'il vous blanchisse, relustre et qu'il retourne même la situation et vous livre même ceux qui lui ont donné les renseignements contre lui ou contre vous. Il faisait donc le marchandage de l'information et par la suite, il donnait des fausses informations à Paul Biya. Jamais Paul Biya ne doutait de son intégrité morale, puisque dans toute forme d'enquête, il était mêlé. Ce qu'ils disent
aujourd'hui que on a voulu le cuisiner, on a voulu le piéger, que c'est peut-être un Ngongo qui a fait ceci et cela, qu'il y a un coup d'État en préparation, ne trompez pas des gens. Ne déviez pas le sujet. Il s'agit de l'assassinat d'un journaliste. N'allez pas sur le coup d'État avec un coup d'État. Abou Belinga n'a jamais déjoué un coup d'État. Où c'est qu'ils ont fait ça? Ou la DGRE? Oui, la DGRE a participé à quelques petites choses, négociations de quoi, d'otages, ou encore une histoire de Boko Haram. Mais à part ça, vous ne pouvez pas parler d'un coup d'État. Aujourd'hui, au moment où on parle de l'assassinat d'un journaliste, où est le rapport? Où est le rapport? Puisque la DGRE, non seulement a des instruments pour capter des communications, donc devrait être au courant de l'enlèvement de Martinez Zogo, mais au-delà de ça, surveille le territoire. Paul Biya l'a fait pour que la DGRE puisse avoir les meilleurs instruments que tout autre pays d'Afrique centrale. Dites-moi, pourquoi les gens de la DGRE jusqu'à présent ne nous sortent pas? Ne serait-ce qu'un début de preuve que c'est quelqu'un d'autre, qu'ils ont percepté les communications. Si oui, si tel dans le cas, ils devaient prévenir et empêcher que Martinez Zogo soit tué, puisque c'est eux qui doivent le faire. Vous ne pouvez pas faire que Martinez Zogo court et vient vers vous, et vient vers la gendarmerie. Mais il est enlevé par vos éléments. Et vous dites que non, c'est qu'il y a un coup d'État que l'autre est en train de vouloir faire. Regardez le coup d'État, c'est très grave. C'est que Ngongo a déjà fait ceci. Attendez, Ngongo c'est un bandit. Je le dis toujours. Mais aujourd'hui, sachez que non seulement Paul Biya a des services contraires qui lui donnent, qui lui livrent beaucoup d'informations. S'il était compromis immédiatement là, Paul Biya ne faisait pas qu'il signe toutes ces lettres. Ne croyez pas que Paul Biya s'amuse avec le renseignement. Ah non? Que ce soit le BIR aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'il a eu à investir, et que subitement on dise que le BIR, que la DGRE n'est plus là, qu'on arrête autant d'éléments. Dans une maison où vous êtes le patron, vous ne pouvez pas être innocent et parler de coup d'État. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dans votre maison recruter ces gens-là, qui ont été grassement payés, de telle sorte qu'aujourd'hui, d'autres parlent comme des pies. Que oui, nous avons travaillé pour tel ou tel. C'est tel qui nous a donné telle ou telle instruction. Et Paul lui a dit, dans son communiqué, qu'il y a encore des gens qui seront arrêtés. Peut-être que Ngongo lui-même sera donc arrêté, puisqu'on va bien nous prouver que voici telle communication qui a été interceptée, voici sa voiture, que c'est peut-être lui qui a envoyé aussi, on ne sait jamais, danger. Peut-être c'est lui qui a même recruté les informaticiens pour aussi localiser Martinez Zogo. Il faut savoir que le 16 janvier, Martinez Zogo avait déjà reçu la visite chez lui à son insu, puisqu'il ressort que avant qu'il ne soit enlevé par la Prado Noire, il y a 2 véhicules qui sont arrivés là-bas le lundi. On lui a erré dans son quartier et se sont renseignés par rapport à lui et qu'il y avait bien un véhicule de gendarmerie avec à bord 2 gendarmes devant, 2 gendarmes derrière, et la femme qui était côté chauffeur, et la personne qui était côté chauffeur, c'était une femme. Il est établi que pour venir localiser le domicile de Martinez Zogo, qu'il y avait aussi une RAV4 qui était dans ce repérage-là. Comment se peut-il donc? Et on comprend donc, parce que je ne devrais même pas poser la question, pourquoi est-ce que la gendarmerie n'a pas eu à intervenir? Puisqu'elle était au courant
de l'information. Et si elle est au courant de l'information et que la DGRE, qui est supposée avoir toutes sortes de communications et toutes sortes d'informations, et surtout l'alerte que j'ai lancée officiellement et dont vous-même, vous êtes au courant, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis, ce qui ne marche pas, c'est quoi? C'est que cette histoire, les gens veulent nous faire croire que c'est né hier, parce que Martinez Zogo a voulu peut-être dénoncer un officier supérieur, mais non. Cette histoire et cette dénonciation, c'est depuis 2018. Et je peux vous dire, l'homme qui a été le mieux informé, qui a lu tous les documents, s'appelle bien Léopold Maxime Eko. Pourquoi? Avant les dénonciations de Martinez Zogo, c'est la NIF, l'Agence nationale d'investigation financière, qui fait un rapport. Dans ce rapport, ils disent que, enfin, elle dit que, parce que, ou bien les responsables de la NIF écrivent que sur la ligne 94, ils ont découvert que les sociétés de Jean-Pierre Amougou Belinga ont pompé 90 milliards. Ils excluent Vision Finance. Et ils disent que ça, c'est entre, et d'ailleurs, c'est entre 2018 et 2020. Ils renouvellent donc ce dispositif. Parce qu'ils ne prennent même pas en considération tout ce que Jean-Pierre Amougou Belinga a pris en 2017, 2016, non. Il s'arrête à un petit encart, 90 milliards. Et c'est à la suite de ce rapport que justement les impôts, avec bien évidemment l'homme que Jean-Pierre Amougou Belinga déteste le plus, Mopa, va donc décider un redressement fiscal de 30 milliards. Ce n'est pas Mopa qui lance ça. Ce n'est pas Martinez Zogo qui lance ça. C'est la NIF qui a été créée par Paul Biya en personne. Après avoir donc diffusé cela, l'affaire on va chercher à étouffer l'affaire. J'étais déjà au courant de ces malversations, raison pour laquelle j'étais venu parler de 173 sociétés fictives de Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais le point décisif sera que cette histoire va tomber justement, c'est-à-dire que à un moment où Jean-Pierre Amougou Belinga a des difficultés. Quelles difficultés? Il y avait l'assassinat de Brian Fombor sur Ibanez Somba. Et les chefs affamés Betty s'étaient réunis pour dire qu'il faut être solidaire. Derrière Jean-Pierre Amougou Belinga, qui est le seul milliardaire Betty, il ne faut pas le laisser, il ne faut pas le jeter à la justice, à la vendetta et tout et tout. Ils avaient réussi à calmer cette histoire. Et c'est donc à partir de là que certains qui étaient des informateurs, qui étaient plutôt des agents au niveau du ministère de l'économie, de l'aménagement, de la planification du territoire, dont le MINEPAC, ils vont décider de sortir Jean-Pierre Amougou Belinga du bourbier. Et quand ils décident de le sortir du bourbier, eh bien, au nom de la solidarité et Kambeti, ils vont donc saisir celui qu'on appelle Jacques-Blaise Mvié, comme doyen de la presse et Kambeti. Et en même temps, Jacques-Blaise Mvié partage ce qu'on appelle la Sainte Trinité avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Et en même temps, il y a aussi Mven qui est le patron du groupe Info TV et la météo.
Ils ont donc réunion avec Mbeng. D'abord, avec Mbeng, plus Jacques Blaise Mvié à l'hôtel Le Prestige. Et à l'hôtel Le Prestige, ils vont dire à Mvié que nous avons des documents compromettants contre Jean-Pierre Amogo Belinga. Peut-être il faudrait que je vous les prise. Bon, c'est un peu loin, mais on va quand même y aller. Mais ces documents que j'ai ici, et que j'avais d'ailleurs présenté une certaine période, eh bien, Jacques Blaise Mvié voit donc. Ils disent que ces documents-là, il faut savoir comment les transmettre à Jean-Pierre Amogo Belinga pour qu'ils disent qu'est-ce qu'on devrait faire. Sauf que Jacques Blaise Mvié va appeler Amogo Belinga et Amogo Belinga ne va pas prendre le téléphone. Il va donc d'abord laisser tomber l'affaire. Mais maintenant, c'est Mbeng qui va se mettre à aussi appeler Jean-Pierre Amogo Belinga. Bien évidemment, Jean-Pierre Amogo Belinga va dire de quoi est-ce qu'il s'agit. Eh bien, ils vont donc lui dire qu'il s'agit des documents compromettants te concernant au niveau du MINEPAD. Jean-Pierre Amogo Belinga immédiatement leur demande de déchirer, de se débarrasser de ces documents-là. Sinon, il va les tuer. Voilà comment les gars prennent peur. Il leur dit de se débarrasser de ces documents-là. Ils sont donc deux. Ils étaient trois. Un s'appelait Félix Samba. L'autre s'appelait Fouet, adjoint au maire de Mbalmayo. Oui, Mbalmayo. Et l'autre, Jean-Félix. Je pose comme ça parce que ces documents ne servent à rien. Je vais vous les présenter une autre fois. Jean-Félix. Jean-Félix, Fouet et Samba. C'est eux donc qui, ayant pris peur, vont courir auprès du patron de la DGRE pour se protéger. Ils vont donc voir Léopold Maxime Eko pour dire c'est très grave. Nous avons pu repérer des documents que d'autres informateurs au MINEPAD nous ont donnés et nous croyons sauver notre frère ou qu'ils nous disent si c'était des fakes, mais il nous a plutôt dit de les jeter ou si jamais on ose publier, il nous envoie à Kondengui où il nous neutralise. Il va nous tuer. Le patron de la DGRE, Eko, leur donne rendez-vous. Une semaine après, ils vont se rencontrer à Prestige Hotel. Prestige Hotel, c'est en face du mess des officiers. Je dis bien Eko, et je demande aux enquêteurs de lui poser cette question. Et je vous ai cité les noms, convoquez ces gens-là. Les Félix Samba, les Fouet et consorts et tout ça. Vous allez voir. Voilà une autre piste que je donne aux enquêteurs. Puisque le patron de la DGRE est en train de nier qu'il n'était au courant de rien, demandez-lui si on ne lui a pas remis les documents concernant Jean-Pierre Amogo Belinga. Ce soir-là, il prend les documents. Et après, les gars disent qu'ils ont encore d'autres documents. Ils leur donnent rendez-vous à cette fois-là. Et ils se retrouvent au même endroit, même heure, 21h. Hôtel Prestige. Si vous voulez aller à l'hôtel Prestige. Et comme je vous ai dit, interrogez cela pour voir si Léopold Maxime Eko n'était pas au courant. Il était bel et bien au courant. On lui remet la deuxième vague. Après, il leur dit, voilà, je vais chercher, enquêter, et je vais interpeller Jean-Pierre Amogo Belinga, ou tout au moins
je vais alerter le chef de l'État. C'est ce qu'il leur dit. Les gars, ils reviennent avec une troisième vague. Où on voit maintenant même les marchés de la DSP, c'est-à-dire que la direction de la sécurité présidentielle. Le gars prend les mêmes documents, éco, il les garde, il appelle le Paul Motazé. Si vous voulez questionner Motazé, combien de marchés éco a gagné là-bas? Avec des prête-noms, en envoyant des gens. Et s'il veut, je vais donner tous ces noms-là, tel jour. Lui, Paul Motazé, doit être auditionné. Puisque c'est lui qui payait cet argent-là. C'est lui qui a donné tous ces milliards à Jean-Pierre Amoukbelinga. Et Kweko va maintenant passer derrière pour voir Jean-Pierre Amoukbelinga. Il devient donc son homme de main. Maintenant que Jean-Pierre Amoukbelinga décide de mettre les inspecteurs des impôts en prison, eh bien, le fisc sort certains documents. Et surtout, on se retrouve au tribunal. Madame Bina commence donc à se balancer, tout comme aussi les gens qui sont de la direction des impôts. Martinez Zogo a donc les mêmes documents. D'ailleurs, ces documents, je vous les présentais déjà. Et si vous voulez, je vais encore vous en présenter pendant les dossiers noirs du samedi soir. Martinez Zogo, lui aussi qui avait déjà commencé à parler de cette histoire, se retrouve donc avec les numéros de compte bancaire. C'est-à-dire, il n'y a rien à nier. Parce qu'on peut encore dire que le document est faux. Mais un compte bancaire ne peut pas être faux. Les écritures bancaires ne peuvent pas être effacées. Et c'est ça qui a fait mal à Jean-Pierre Amoukbelinga et Eko. Parce que, à ce niveau-là, alors que Eko écrivait à Paul Biya que toutes ces histoires-là sont fabriquées pour salir les hommes des hommes lois. Ils te supportent trop. Ils vous supportent trop, grand patron. Il est blanc. Il a décidé de vous construire les bibliothèques, les routes, l'ISAM que vous voyez là. C'est son argent qu'il est parti travailler en République centrafricaine. Il vient plutôt investir au Cameroun. Les gens sont en train de dire n'importe quoi. On a vérifié ceci, on a vérifié cela. Tout ça est blanc. Voilà le rapport d'Eko. Eko qui nie aujourd'hui n'avoir pas été informé. Alors que chacun d'entre nous sait très bien que la presse, Martinez Zogo, moi-même, sans oublier Jacques Blaise Mvié, ont dénoncé. C'est pour ça donc que lorsque Jean-Pierre Amoukbelinga décide d'agir, de faire agir Eko, parce que, ayant constaté que son danger ne pouvait pas réussir toutes les missions, mais qu'il avait déjà réalisé un certain nombre de cas, il fallait les services de l'État. Parce que 3 journalistes, plus maintenant, il y avait d'autres qu'on devait anéantir, tels que Paul Chuta et Aman Mana. Mais les premiers à neutraliser, c'était Martinez Zogo. Deuxième personne, c'était bien sûr Mvang. Je dis bien que Mvang est son frère, tout comme Jacques Blaise Mvié. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va tuer d'abord le chien de Jacques Blaise Mvié pour lui dire « je vais t'atteindre ». Et par la suite, il va faire convoquer Mvang. Mais Mvang va aussi, sous prétexte que Mvang lui doit 20 millions. Bien évidemment, Mvang avait pris un crédit au niveau de sa microfinance. Mvang est obligé, parce qu'il a mis subitement les intérêts de 100%, ce qui n'existe dans aucune banque au monde. Mvang, pour ne pas aller en prison, était obligé d'aller payer. Là, il s'est dit, mince. Maintenant, il attaque Jacques Blaise Mvié. Et dans l'attitude de Jacques Blaise Mvié, eh bien, il corrompt d'abord
celui qui était chargé de l'enquête au niveau de la police judiciaire. Et puis, il savait que de l'autre côté, il y avait nos magistrats N'Tcham qui devaient envoyer Nvié en prison. C'est-à-dire qu'il programme que le 17, on arrête Martinez Zogo, on le tue. Le 18, mercredi, on arrête Jacques Blaise Nvié. Il va en prison à midi et on va l'assassiner comme Bibi Ngouta là-bas. Et puis, on le finit après. Et maintenant, les autres petits moineaux là, parce qu'il les appelle des moineaux, il les neutralise, il les écrase. Aman et tout le reste, et tout. Il écrase tout. Entre-temps, bien évidemment, puisque lui, il avait déjà mis ma tête à prix, il savait que moi, je vais tomber et qu'il n'y aura aucun relais. Il y aura juste ces influenceurs, il y aura ces soi-disant journalistes, il y aura des figures qui vont payer tout le monde et on va donner la version qu'il voulait, c'est-à-dire que on allait dire que soit, d'ailleurs ils ont commencé à le dire, oh non c'est Ngongo, c'est l'autre camp qui a dû actionner quelque chose pour faire ceci. Soit maintenant, il prend même son propre parent, il met en doute, bien évidemment, j'ai dit jusqu'à présent, je ne connais pas jusqu'où il est impliqué, c'est-à-dire que le patron de la direction de la sécurité présidentielle. Et ça, je vais vous expliquer ça plus tard parce que je vous avais déjà montré aussi de ce côté-là qui est très dangereux. Bref, voilà comment l'opération a été planifiée. Et voilà l'élimination de Martinez Zogo offert à des bourreaux, à des sanguinaires, à des gens sans cœur, à des gens qui non seulement l'ont tué, mais surtout ont profané son cadavre. Aujourd'hui donc, lorsqu'on parle de Maxime Ekweko au niveau, bien sûr, des enquêtes, et que les gens veuillent encore douter de son implication, eh bien, moi, ça me fait encore voir le degré d'inhumanité de cela. Puisque, comme je le dis, ce crime crapuleux pouvait être évité si un seul instant, Léopold Maxime Ekweko s'opposait. Un seul instant. Personne ne peut se lancer avec les moyens de l'État, sachant qu'on va voir les images des caméras et tout, qu'on va voir à tel endroit on a pris le véhicule, on a loué et tout ça, et qu'on va remonter l'enquête. Personne ne peut s'engager pour courir ces risques-là. Il y a certains qui vous disent que oui, si Maxime Ekweko, Léopold Maxime Ekweko était impliqué, non, il allait faire disparaître le cadavre. Mais non. Les méthodes de Maxime Ekweko, ou encore d'Amour Belinga, ou même ceux qui l'ont précédé, mais à cette époque-là, c'était des crimes d'État. On ne fait pas disparaître le cadavre. Le cadavre qu'on a fait disparaître, c'est Guérandi Mbara. Et pourquoi Maxime Ekweko a fait disparaître le cadavre de Maxime Mbara? Parce qu'il venait d'être nommé il y a à peine 3 ans, et puis il va réaliser le coup de l'année en s'alliant les services de Abrantes, qui est un vieux colonel portugais, un tueur à gages, à qui d'ailleurs il va promettre 500 000 €. Mais sauf que même sur l'argent débloqué par l'État, Maxime Eko, Léopold Maxime Ekweko a détourné 150 000 €. Et vous le savez très bien que lorsqu'on arrête Guérandi Mbara, on le fait transférer au Cameroun en passant bien évidemment par des pays de l'Europe de l'Est. Et puis, on arrive avec lui au niveau de l'aéroport de Douala parce qu'on l'a neutralisé, on l'a endormi et on va livrer ça à la DGRE. C'est Maxime Ekweko qui va superviser les opérations
pour que on élimine Guérandi Mbara dans la forêt et qu'on dilue tout son cadavre à l'acide. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce que Guérandi Mbara bénéficiait du statut de réfugié politique. C'est-à-dire qu'il avait un passeport diplomatique de l'État burkinabé. Il ne pouvait donc pas, enfin, un passeport diplomatique, et il avait aussi un passeport de réfugié, puisque c'est Blaise Compaoré qui lui avait offert ça. Donc on l'a enlevé à l'extérieur. On ne pouvait donc pas exposer son cadavre au Cameroun immédiatement. On allait voir que c'est un crime d'État. Mais tous les autres crimes qui sont faits, qui sont commis par la DGRE, on voit le cadavre. La preuve, c'est que vous trouvez des gens égorgés, ceci, cela, on ne perd pas les cadavres. Et au-delà de ça, il y avait un message qu'il fallait passer. Puisque le message que Maxime Eko et son gang voulaient passer, c'était que vous, journalistes, celui qui s'attaque encore à Jean-Pierre Amougou-Belinga, celui qui ose encore dénoncer les voleurs, celui qui ose encore vouloir partir à l'antenne pour traquer des malfrats, eh bien, vous allez finir comme ce rat, Martinez Zogo. C'était ça leur message. L'humiliation. Ils l'ont mis à nu. Ils voulaient qu'on aille découvrir un squelette ou alors un amas d'ossements encerclés d'asticots. C'est ça qui était leur plaisir. Ils devaient jouir de ça. De voir les Camerounais, les journalistes, dans la torpeur. De voir toute la République soumise à la terreur. De telle sorte que la seule chose pour eux, c'était de faire le bras de force pour pouvoir s'imposer avec les moyens de l'État. Aujourd'hui, ils parlent de coup d'État. Mais qui aujourd'hui peut être dangereux? Lorsqu'on voit ce qui se passe là, lorsque vous avez déjà pris le ministère des Finances, vous contrôlez tout l'argent. Lorsque vous avez déjà le ministre de l'administration territoriale à Tangandji, lorsque vous avez le ministre de la Justice, dites-moi, ces gens font maintenant comme si c'était des enfants de cœur. De l'autre côté, Ngongo a aussi son clan. Mais cependant, le clan de Ngongo n'est pas trop percutant dans le jet de sang. Enfin, sauf Camerounais, si vous connaissez, venez me dire. Je les dénoncerai. Mais le camp de Laurent Nguesso, ça a toujours été l'assassinat des journalistes. Ça a toujours été le règne de la terreur. Comme je parlais tout de suite de Bibi Ngota. Ça a toujours été le camp de ceux-là qui veulent s'imposer et qui se disent que, en utilisant le nom de Paul Biya, ils sont en sécurité et qui peuvent utiliser tous les moyens de l'État, comme vous avez déjà la DGRE. Et le pire, la police. Vous avez vous-même entendu les audios de Jean-Pierre Amougou-Belinga. Attendez. Jean-Pierre Amougou-Belinga, un illettré, qui parle au secrétaire général de la police qui tremble. Pourquoi noyote-t-il la police? Qui lui dit, j'ai appris que le délégué était chez toi. Tu vas me payer le prix. Je n'aime pas quand on me trahit. N'est-ce pas que quand tu me demandes d'aller intervenir là, chez le garde des Sceaux, j'étais déjà demandé 1000 francs. N'est-ce pas, je fais miquer tes petites. Tu vas me payer le prix. Vous vous rendez compte? Et ils font des innocents. Quel est le rôle, quel est le but d'un civil d'aller noyauter la police?
aujourd'hui, c'est que dans cette enquête, Jean-Pierre Amour Belinga est même encore parti noyauté en dehors du secrétaire général, mais le cabinet du délégué général de la Sûreté nationale. Il sait très bien que, en dehors de Dominique Baya, qui était l'oncle du délégué, Bagangele, qui est déjà assez âgé, eh bien, c'est l'homme du cabinet qui pouvait avoir une certaine crédibilité, une certaine probité, que j'ai souvent vanté. C'est-à-dire que le commissaire divisionnaire, Vincent de Paul Meva. Mais dans l'enquête, à peine Paul Biya demande que commencer l'enquête, vous voyez des journalistes et des gens qui viennent dire breaking news, breaking news. Amour Belinga, le chef, le directeur, le PTG, le chef traditionnel, n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Je peux vous le dire, je vous le jure au nom de Dieu, au nom du Saint-Esprit, au nom d'Allah, Mahomet, tout et tout et tout. Il n'y est pour rien. Jésus-Christ est grand. Amour Belinga est plus que grand. Oh! Mon ami, Paul Biya prescrit une enquête. Vous dites déjà que Amour n'y est pour rien. Ça prescrit. Donc Amour lui-même dit qu'il va neutraliser les gens. Et vous venez dire qu'il n'y est pour rien. Ça alors. Et pourquoi? Parce que ça me va. Que maintenant, Amour Belinga est parti noyauté. Et comme il est malin, vous savez, il est plus malin que celui qui est à la DGRE. Ça me va qu'on active pour dire immédiatement, fait baisser la pression, désoriente les gens, et comme ça vient de la délégation générale à la Sûreté nationale, dis vite que Amour n'y est pour rien, puisqu'on savait déjà que Ameva savait que la DGRE est impliquée et que la DGRE allait couvrir tout le reste. Et d'autres personnalités, puisque c'est une affaire qui engendre qui entraîne beaucoup de gens. C'est un gros réseau mafieux. Vous n'avez pas encore vu. Vous allez voir. Comment vous pouvez croire ça? Et c'est là où vous remontez donc dans l'histoire, le meurtre de Brian Fombor. Brian Fombor. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais arrêté Jean-Pierre Amour Belinga? Pourquoi on a relâché Bruno Bidjan? Pourquoi on a relâché, bien évidemment, celle qui était là, Ivana Essomba? Posez-vous des questions. C'est celui-là que Baya m'accusait, qui me donne des informations. Vous voyez donc que je viens le verser parce que personne n'est mon ami dans le crime organisé. Monsieur Baya, sachez donc que je ne vous accuse pas là-bas. C'est Meva. C'est Meva qui a détruit l'enquête. Puisque d'ailleurs, regardez son livre qu'il avait sorti en 2016 sur le code de procédure pénale. Sur le code de procédure pénale. Un livre qui est fait en 325 pages. Il enseigne, il apprend aux gens comment on détruit l'enquête. Ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Or, l'enquête, c'est lui, conformément au code de procédure, qui devait diligenter cela. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Tantôt, il fallait faire témoigner les inspecteurs de police qui n'étaient jamais libérés. Il fallait faire témoigner tel, on ne savait pas. Oh, il fallait faire ceci et cela. L'enquête a tourné en bourrique. Et Amour Belinga se réjouit. C'est le même Meva qui revient dire et qui actionne. Daffy Duck actionne. Les journalistes qui sont payés à sa solde, qui allaient vite annoncer que Jean-Pierre Amour Belinga n'a rien à voir. Mais attendez, Martinez Zogo parlait de quoi? Il parlait des bananes pourries. Martinez Zogo parlait des affaires de fesses. Martinez Zogo parlait des oiseaux. Mais vous n'avez rien à faire, mais Martinez Zogo qui est mort, il n'avait qu'une seule chose. Dès qu'il commençait l'émission,
depuis 6 mois. C'était Jean-Pierre Moublinga, te voici, tu vas payer, tu iras en prison, tu vas faire ceci. Et vous dites que lui n'a rien à voir. Rien que les détournements là, il n'a rien à voir. Il devient saint. Mais dans chaque crime, il y a un mobile. Vous n'allez pas me dire tout de suite que je peux tuer Martinez Zogo sans mobile. Aucune police au monde ne peut le dire. Les gens que vous êtes en train de nous présenter là, de vouloir nous guider à gauche et à droite là, avec votre faux avocat, Tchungama là. Mais ils ont quel mobile? Ils ont quel mobile pour tuer leur communicateur? Mais l'autre a bien des mobiles. Et comme j'ai dit, c'est le patron de la DGRE qui a remis les documents à Amouro Belinga. Et ils ont enterré l'enquête. Et comme Martinez Zogo est revenu avec, et comme, bien évidemment, Dieudonné Mvang, et surtout, Jacques Blaise Bié, ont recommencé à faire des sorties après Martinez Zogo. Ils ont dit, cette fois-ci, on doit en finir. Le mobile est clair. Et les acteurs sont connus. Sauf que, on est en train de chercher d'abord des têtes de série. Et pendant ce temps, d'autres cherchent à s'enfuir.